Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 29 juin en 3 parties comme d'habitude. Mais aujourd'hui, le sport est à l'honneur et surtout la Suisse puisqu'elle est en quart de finale de l'Euro. Retour donc sur ce match incroyable qui opposait la Nati aux Français en plateau commentaire avec le joueur du FC Genelier Benien, Sébastien Martin, accompagné de Sigfredo Haro, photographe au journal La Côte. Ensuite, en actu, rencontre avec Maëva Bentley, à tout juste 23 ans. La jeune femme a été élue présidente du conseil communal de Crassier. Enfin, en culture, après 3 décennies à la tête de l'institution, Véronique Révaudot quittera ses fonctions en tant que conservatrice du musée romain. Nous la recevons sur le plateau. L'équipe de Suisse de football vient de marquer l'histoire en éliminant la France lundi soir à Bucarest en 8e de finale de l'Euro. Un exploit incroyable pour la Nati qui est venue à bout des champions du monde en titre au terme d'un match, il faut le dire, complètement dingue. Un score de 3-3 terminé au tir au but et remporté 5-4 par la Suisse. Du coup, vous n'avez pas pu ignorer les klaxons de la nuit dernière. Tout le pays faisait la fête, comme rarement pour un lundi soir d'ailleurs. Et le district de Nyon s'est lui aussi embrasé hier soir. Sigfredo Haro, tu es photographe pour le journal La Côte et tu as vécu cette soirée de dingue à Nyon. Salut. C'est juste. Ouais. Bienvenue. Seb Martin, tu es footballeur au FC Genelier Benien et toi aussi tu étais devant ton poste de télévision accroché. Exactement, au taquet. Eh ben salut à toi Seb. Alors Hello. Du coup j'ai dit un match de dingue, une conclusion inattendue aussi. Je pense parce que beaucoup de monde voyait la France passer, même peut-être aller au bout. Et la Suisse a prouvé que en y mettant du cœur, en y mettant un peu, en dépassant un petit peu leurs limites, ils ont pu faire l'exploit. Ouais. Toi, t'as regardé le match où ? J'étais chez des amis, avec des amis suisses, des amis français. Ça s'est un peu chambré. Il y en a qui sont partis fâchés, mais tout s'est très bien terminé. Et puis ouais. tout a bien été. Toi-même, il me semble que tu étais un peu tiraillé. Il me semble que tu as des origines françaises aussi. Oui. C'était difficile. Très difficile, mais partagé, mais content quand même que la Suisse soit passée. Maintenant, on va essayer qu'ils aillent le plus loin possible et puis qu'ils éliminent l'Espagne au prochain tour. Ouais, c'est ça. Et tu regardes Sigfredo, parce que Sigfredo a amené un maillot, non pas celui de la Suisse, mais celui de l'Espagne. Oui. Voilà, Sigfredo qui habite dans le district de Nyon, mais qui a des origines espagnoles, qui était un homme heureux hier, parce que... Moi, je suis espagnol. Ouais, ah d'accord. La Suisse s'est qualifiée et l'Espagne s'est qualifiée aussi, donc soirée incroyable pour toi hier. Soirée incroyable, ouais. J'ai déjà filé les 2 matchs. Il faut dire que j'ai dû décompresser du premier match, puis l'adrénaline. J'ai raté les 10 premières minutes du match de la Suisse pour déjà commencer à travailler parce que j'étais trop pour travailler. Mais on voit tes photos à l'écran derrière toi qui défilent, donc on voit l'ambiance de dingue qu'il y avait à Nyon. Raconte-nous. C'était un truc de fou. C'était du monde partout, la joie. C'était juste magnifique. Ça fait plaisir de travailler dans ces conditions parce que tout le monde est heureux, tout le monde veut se faire prendre en photo, tout le monde est content, quoi. Tout le monde a joué le jeu devant ton objectif, quoi. Là, des fois, il y avait trop parce que j'étais sollicité partout. Ah, vous me faites une photo, vous nous faites une photo. Mais c'est magnifique. Il y avait vraiment, c'était une bonne ambiance parce qu'il y avait des familles, il y avait des gens âgés, des gens plus jeunes, il y avait un peu de tout, quoi. Ouais, et on sentait vraiment justement la fête dans ce pays et puis la fête qu'on n'avait pas vue, je pense. On se souvient pas de la dernière fois qu'on a vu une fête pareille avec le Covid et tout ça, je pense. Ça remonte un petit moment, puis je pense que les gens ont quand même besoin de sortir, avaient besoin de sortir, de faire un petit peu la fête et puis d'arroser la victoire. Ouais, effectivement. Seb, raconte-nous d'un point de vue footballistique, c'est quoi qui a permis, selon toi, à la Suisse de faire l'exploit qu'elle a fait hier ? L'envie tout simplement parce que première mi-temps, alors la Suisse a pour moi largement dominé les débats. Après ça s'est un petit peu équilibré en deuxième mi-temps, la France a repris un petit peu le dessus. Et puis ils ont quand même mis plus de cœur que la France. La France, ils jouent un petit peu dans leur fauteuil, un petit peu à 80% de leur capacité. Et puis il manque 20% et la Suisse a joué à 150%, ce qui fait la différence. Puis après, la loterie des tirs au but a penché en faveur de la Suisse, donc voilà, ça aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre, avec encore Coman qui touche la latte à la 95e minute. S'il marque le 4-3, c'est réglé, puis personne ne parle de cet exploit de ce matin, donc
Ouais. Ouais, effectivement, et donc exploit historique, je l'ai dit, donc en chiffres quand même, on peut rappeler, c'est la première fois que la Nati bat la France dans une grande compétition, type mondial ou euro. Le dernier match victorieux Suisse-France, c'était en 1992, c'est aussi la première fois que la Suisse atteint les quarts de finale en euro, et ça fait 67 ans qu'elle n'avait pas passé un tour à élimination directe dans un tournoi majeur. Donc c'est là, avec ces chiffres, je crois qu'on se rend compte de l'exploit historique. Hein. C'est ça, des fois les chiffres parlent. Ouais. Sigfredo, toi, c'était quoi tes pronostics pour ce match? T'avais prédit la victoire de la Suisse, toi? Non, mais on voyait en quart de finale la France. Mais c'est vrai que il faut déjà dire que moi, j'ai pas vu le match. J'étais tout le temps devant l'écran, donc j'ai vu les matchs à travers les jeux des gens et les émotions des gens. Donc, c'était, en fait, on peut comparer avec les matchs de l'Espagne aussi. Il y a eu trop de hauts et des bas. Il y a eu des moments très forts pour la Suisse. Après, il y a la France qui remonte et fait la remontada à 3-1. Et puis la Suisse va attaquer, prolongation. Donc, il y avait beaucoup... moi, je voyais pas la Suisse passer, honnêtement. Peu de monde voyait la Suisse passer, en toute honnêteté. Après, c'est vrai que c'est ce qui fait le charme d'un match de foot. C'est sur un match, 90 minutes ou 120 minutes. Et puis là, tir au but, puis ça c'est... Et puis comme tu dis, les émotions que tu as captées avec ton appareil photo, les photos on les retrouve sur le site web du journal La Côte, bien entendu. Les émotions, c'était vraiment le grand 8, quoi. Hein. Ce match-là, on passait par toutes les émotions. Et on va voir d'ailleurs ce qui s'est passé du côté d'Internet. Alors, du côté de la presse française, eh bien voilà ce qu'a titré l'équipe donc dans le journal du jour, l'équipe de France anéantie. En revanche, en Suisse, sur Internet, on va voir les images à l'instant on rigolait un petit peu plus. Là, on voit ce fameux supporter qui passe d'une émotion à une autre. Vous l'avez vu, ça aussi, j'imagine. Ce Jurassien, voilà, exactement. Donc, à la 87e minute, on croit que tout est fichu. À la 91e minute, eh bien, ça y est, c'est reparti. À l'égalisation 3-3. Et puis, ça part en prolongation. Donc, complètement fou. On se le regarde quand même une autre fois, parce que moi, je trouve ça absolument génial, la réaction de cet homme-là, qui passe d'une émotion à une autre. Et puis, dans la série des mèmes Internet, on a vu des dessins, notamment ici, on voit le coq qui va direction la broche suisse pour du coup se faire cramer, ou bien le gardien Sommer qui a fait des exploits et qui a mangé, on imagine du coq français. Et puis là, la tour Eiffel illuminée aux couleurs de la Suisse. Ou encore, on a encore des images, il me semble, je crois qu'il y a ma préférée qui suit juste après la tour Eiffel, avec Kylian Mbappé, il me semble. Voilà, il y a ça, Kylian Mbappé avec Didier Deschamps, donc une parodie de Kaamelott. Voilà, vous voyez les titres à l'écran. Et puis la dernière, allez, pour la petite folie, ça, celle-là, c'est ma petite préférée. Vous en avez vu plein, j'imagine, aussi les garçons. Seb, Sigfredo. Voilà un petit peu donc sur ce match de l'Euro. Sigfredo, du coup, pour vendredi, 18h, les quarts de finale Suisse contre Espagne. Ton cœur balance ou bien... Non, pas du tout. Non, pour l'Espagne. On voit ton maillot. Ça et puis, pas. Hein. Seb, toi, il n'y a pas de doute non plus, c'est la Suisse. Il n'y a pas de doute non plus, c'est la Suisse, exactement. Les pronostics, du coup? 2-1 pour la Suisse. Sigfredo? Moi, je dirais 3-1 pour l'Espagne. 3-1 pour l'Espagne. Ouais, on a commencé à faire des buts. Voilà, et 2-1 pour la Suisse du côté de Seb. Seb Martin, tu es donc footballeur au FC Genolier-Bonnières. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, merci. Et Sigfredo Haro, tu es photographe au Journal La Côte. Merci aussi d'être venu nous raconter ta soirée. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne journée. Merci. Merci. À tout juste 23 ans, Maëva Bentley deviendra la future présidente du conseil communal de Crassier. La future présidente avoue n'avoir aucune expérience aux politiques, mais beaucoup de volonté. Nous la recevons aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Maëva. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que le règlement du conseil est devenu votre livre de chevet ? Alors oui, c'est exactement ce que j'ai dit lors du dernier conseil où j'ai assisté en tant que public. Et j'ai pu prendre quelques notes. Et puis justement, l'ancien président m'a donné ces 2 petits livres que je garde, que je dois feuilleter et j'apprendrai d'ici là. Alors je vous embête un peu, mais c'est vrai que votre histoire, ou en tout cas l'histoire que vous voulez en faire, est très jolie. On va essayer de la raconter un petit peu. Mais avant ça, tout simplement, Maëva Bentley, qui êtes-vous ? Alors, tout simplement, Maëva Bentley, 23 ans, et puis toujours dans mon petit village,
Comme j'ai dit précédemment, justement, j'adore faire du roller, me balader dans la nature. Et puis, j'ai, je pense, la joie de vivre. J'aime les choses simples. Du coup, très proche de mon pays. Et puis le sport. Ça, je ne peux pas l'oublier. Ouais, le sport. D'ailleurs, vous avez vu le match d'hier soir? Je suis obligée d'y revenir parce que c'était notre intro du jour. Vrai. Oui, ce match, où est-ce que vous l'avez vu? Alors, je l'ai vu chez moi. J'étais au téléphone avec un ami, du coup, qui lui était du côté français. Et étonnamment, lui, il était aussi pour la Suisse. Alors, on était sur la même ligne, sur la même longueur d'onde cette fois. Donc, vous êtes restés amis, c'est une bonne chose. Voilà, oui. Quoi qu'il en soit, moi, j'aime la France autant. Enfin, pas autant. Enfin, c'est compliqué de dire autant parce qu'on compare pas, mais voilà. C'est deux pays que j'apprécie énormément. Ouais. Maëva, vous êtes fleuriste de formation et vous dites que vous êtes finalement arrivée dans la politique comme une fleur, c'est votre expression. C'est ça. C'est assez drôle, hein, l'histoire qui vous a mené à la politique. Comment ça s'est passé ce soir-là? Expliquez-nous tout. Alors, tout simplement, je suis passée en rentrant du bus devant la ferme, qui est en fait, la ferme appartient à Serge Mély, qui est l'actuel syndic, et qui me connaît depuis tout petite. Et là, il me dit, mais dans 15 minutes, faut y être. Puis moi, je le regarde, ah oui, c'est vrai. Du coup, on s'est vite dépêché, on a eu rendez-vous là-bas. Et puis, on a eu du coup l'insermentation de tout le monde. Et là, c'était un moment très émouvant pour moi, parce que c'était une première. Du coup, la main symbolique. Et puis après, justement, il y a eu le moment où il y a eu la future ou le futur président qui est élu. Et du coup, un moment de silence pendant 1 minute, personne n'a dit quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer, parce que personne ne veut. Moi, je suis volontaire, je vais me lancer. Et alors, je regarde à droite, à gauche, je laisse encore la chance à quelqu'un. Et là, je me lève et je dis, volontiers, je le ferai, avec plaisir. Et puis, à ce moment-là, c'était justement, je suis arrivée comme si je m'y attendais pas en fait. Et je pense que c'est une bonne nouvelle expérience qui m'attend. Ouais. Toute nouvelle, c'est sûr. Toute nouvelle avec beaucoup d'apprentissage. Justement, comment vous vous préparez à cette nouvelle fonction? Alors justement, moi j'avais déjà dit au préalable que je me mets beaucoup de pression à moi-même. Du coup, pour en guillemets rendre l'appareil au fait que les gens ils m'ont quand même élue, ils ont quand même dit, elle, on a confiance en elle, on veut qu'elle nous représente et qu'elle soit là pour présider le conseil, enfin présider, voilà. Et du coup, moi, je me mets beaucoup de pression et c'est cette pression-là que j'utilise pour apprendre. Parce que plus je vais me mettre dans mon travail, moins j'aurai de pression en me disant je connais mon sujet. Et c'est comme les exposés à l'école. Pour moi, j'ai toujours adoré les exposés. Et puis j'aime bien faire présenter, en fait, être devant les gens. J'ai pas peur de prendre la parole. Alors je pense que ça va aller. Et puis les gens, ils savent dans quelle situation, que j'avais pas beaucoup d'expérience. Et puis, ils sont sympathiques avec moi, ils sont là pour m'aider. Ouais, vous avez cité tout à l'heure le syndic Serge Mély. Lui aussi avait pris la présidence du Conseil à l'âge de 22 ans. On peut également citer Alexandre Legrain, qui a fait son entrée à l'exécutif à l'âge de 20 ans et brillamment réélu en mars. Comment on explique, à votre avis, que les jeunes à Crassier arrivent un peu cet élan de fraîcheur comme ça dans la politique? Moi, je dirais, pour ma part, c'est le fait que, justement, on est dans un village où il y a une bonne entente. Et justement, ça freine pas les jeunes. Ils se disent, mais pourquoi pas? Les gens sont sympas. C'est pas comme on croit que c'est fermé, la politique. Justement, on se dit, mais c'est un village qui nous permet de commencer sans avoir cette appréhension, je dirais, de stress. Je me lance. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup. J'y suis pas allée à moitié. Mais disons que j'ai pas justement la peur que j'aurais peut-être dans un autre village qui m'est pas autant familier. Ouais. Est-ce que votre but, c'est aussi aujourd'hui de changer le regard qu'ont peut-être les plus anciens sur les jeunes? Oui, sur les jeunes et sur les jeunes qui ne sont pas forcément carrés, lisses. Du coup, moi, je sais que je traîne autant avec les jeunes qui parfois ont des soucis et qui, justement, pour montrer que ce n'est pas parce qu'on traîne avec certaines personnes qu'on est forcément tous dans la même chose. Et justement, pour pouvoir faire le lien, montrer que les jeunes, ils peuvent être aussi du côté des personnes qui sont justement dans la politique. Du coup, oui, ce serait aussi pour faire le lien et puis continuer ce que Alexandre Legrain a entrepris. Ouais. On vous reçoit ici sur ce plateau, c'est vrai que vous êtes très naturel. Est-ce que vous allez garder ce style de présidence-là? Je le souhaite, en tout cas. Après, c'est clair que quand je serai devant les personnes, même lorsque justement le préfet il m'a laissé la parole lors
du premier conseil, j'étais la même chose parce que j'arrive pas à faire autrement. Et je pense que ça aussi, ça peut apaiser justement lors de conseils plus durs, sans pour autant partir dans une comédie. Mais voilà, j'aimerais rester naturelle, oui. Ouais, j'imagine qu'on vous a déjà soufflé quelques conseils ou peut-être quelques petits mots. Est-ce qu'il y a des dossiers que vous appréhendez un petit peu de voir venir ? Alors, les dossiers à proprement parler, non. Mais plutôt le fait que justement je suis jeune et que les personnes qui sont dans le conseil, ils sont souvent depuis longtemps. Du coup, une petite jeune qui arrive devant tout le monde, qui dit « s'il vous plaît, asseyez-vous, c'est l'heure ». Mais je me dis que les autres sont là aussi. Et normalement, on est dans un esprit de cohésion. On est tous là pour la même raison. Alors, il n'y a pas de raison que ça aille pas bien. Ouais. La suite de votre carrière, Maëva Bentley, comment est-ce que vous l'envisagez dans la politique ou pas ? Alors, dans la politique, pas forcément, parce que c'était pas mon but premier. Quand je me suis lancée là-dedans, c'était vraiment pour mon village et pour avoir une nouvelle expérience et montrer que les jeunes sont là aussi. Du coup, c'était pas pour avoir une ligne tracée jusqu'à un avenir prometteur ou pas. C'était vraiment pour ma commune, quoi. Du coup, vos aspirations, ce sont lesquelles, professionnellement parlant ? Alors, moi, de base, j'ai toujours rêvé d'être policière. Et puis après coup, je me suis dit, je suis quand même quelqu'un de sensible, je ne vais pas me le cacher. Et j'ai beaucoup de passion. Du coup, pourquoi pas essayer de vivre de mes passions en étant à mon compte. Et du coup, c'est encore pour l'instant vague. Et je me laisse guider, surfer sur la vague. On espère en tout cas surfer sur cette vague et profiter aussi d'en savoir plus sur Crassier avec vous prochainement, présidente du conseil communal, future présidente Maëva Bentley. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, très belle journée à vous. Merci, c'était très agréable. À Nyon, le conseiller communal Philippe Glasson a déposé une interpellation intitulée « La pièce manquante ». Transformée en résolution, le texte demande à ce que la ville achète une propriété située entre le port et la plage de Nyon, près des bâtiments du conservatoire et de la villa Niedermeyer. C'est la dernière parcelle privée située à cet endroit et qui empêche un aménagement global entre ces deux pôles. Un sujet signé Florian Cavalieri. L'objet, c'est de devenir maître de tout l'espace qui se situe entre le port de Nyon et la plage de Nyon. Nyon n'a pas bénéficié à l'époque de l'acquisition de terrains sur le lac, comme ça a été le cas à Rolle ou ça a été le cas à Morges. On a un bord de lac qui est malheureusement assez petit et exigu pour l'accès de toute la population. Et donc, il faut essayer de changer cette situation et trouver des solutions. Alors on s'est battu déjà pour ne pas mettre la FIBA au bord du lac et que l'espace à ce niveau-là soit occupé par un grand bâtiment. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut arriver à le mettre à la disposition de la population. J'allais dire, c'est le deuxième round après celui de la FIBA. Pour être clair, votre interpellation qui a été transformée en résolution demande à ce que le conseil, en tout cas la municipalité, se penche sur l'acquisition d'une propriété située entre la plage et le conservatoire, la villa Niedermeyer, une propriété qui coûterait la bagatelle de 11 millions de francs, soit 9 000 francs le mètre carré. Oui, mais vous savez vous-même que quand on aime, on ne compte pas. Ça veut dire aussi qu'en fait, à l'époque, on n'a acheté que une partie du terrain et on a laissé aux propriétaires la propriété du restant de cette parcelle. Sur cette parcelle résiduelle, on a construit une maison contemporaine qui a passé à travers plusieurs propriétaires, mais qui n'est pas disponible à l'ensemble des gens. Donc cette erreur, effectivement, de l'époque, elle doit aujourd'hui être rectifiée. Et le prix de cette rectification est vraiment important, on est bien d'accord, mais quand on s'est trompé, des fois, les erreurs coûtent cher. Mais je pense en plus que c'est au conseil communal de décider si cet investissement en vaut la peine. Ne pas le faire, ne pas soumettre à notre conseil une telle acquisition, ce serait d'abord un déni de démocratie et ce serait priver les Nyonnais d'un choix qu'ils ont le droit de faire à travers leurs conseillers communaux.
Après 3 décennies à la tête de l'institution, la conservatrice du musée romain de Nyon part à la retraite. Retour sur son parcours et son engagement exemplaire. Véronique Révaudot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors 30 ans de carrière, on a presque envie de dire que vous faites partie des murs au musée romain à la veille de votre retraite. Comment est-ce que vous vous sentez ? Mais écoutez, je me sens très bien. Je ne me sens pas tout à fait encore rigide comme un mur. Je suis un objet finalement très, très, très récent par rapport à ceux dont je me suis occupée pendant ces longues années et nombreuses années. Mais voilà, je me sens bien. Je me sens aussi... enfin, c'est pas un moment tout à fait anodin, effectivement, dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait le métier de vos rêves, finalement, et le plus beau métier du monde ? Alors, que dire ? J'ai l'impression d'avoir fait un métier magnifique. J'ai adoré mon métier, j'ai adoré ces années. Il y a eu les magnifiques moments. Il y a évidemment, comme dans toute carrière, il y a des moments un peu moins extraordinaires, mais enfin, vraiment, dans l'ensemble, oui, j'ai eu beaucoup de chance d'exercer un métier formidable et surtout de pouvoir avoir une vie professionnelle vraiment dévolue à mon choix d'études et à mes intérêts qui ne sont pas les seuls dans ma vie, mais qui ont été effectivement les principaux pendant toutes ces années professionnelles. Ouais, c'est vrai qu'on a toujours ressenti cette passion qui vous animait. En tout cas, on va revenir un petit peu au début, justement, 1992, votre arrivée. Le musée est en plein projet d'agrandissement. Vous préparez alors l'ouverture du musée. À ce moment-là, quelle ligne vous souhaitez lui donner à ce musée ? Alors là, effectivement, ça a été un début presque un peu chaotique. Hein. Je débarquais dans un métier que je ne connaissais pas encore. Aujourd'hui, ça se passerait peut-être un peu différemment, même si peut-être pas complètement. Mais j'ai d'abord dû vraiment apprendre mon métier sur le tas. Ouais. Je ne peux pas dire qu'à ce moment-là, j'avais des objectifs à long terme bien structurés. J'avais surtout pour objectif de répondre à la demande immédiate, à savoir de réouvrir un musée une année après mon arrivée, un musée agrandi, un musée dont il fallait vraiment revoir non pas tout le contenu, il avait été bien pensé, bien mené pendant ces 10-12 premières années. On vous a souvent entendu dire « rendre visible ce qui est invisible », c'est peut-être devenu un peu votre slogan. Alors oui, c'est devenu un peu mon cheval de bataille, mais pour tout vous dire, il s'est imposé de façon assez claire, finalement évidente, après bien des années d'expérience. Vous savez, pendant des années, j'ai fait, comme on disait, de la prose sans le savoir, et puis à un moment donné, j'ai effectivement compris que une bonne partie de mon métier à Nyon, c'était en effet d'essayer de rendre visible ce qui est invisible. Est-ce qu'aujourd'hui, à Nyon, le passé glorieux de la ville, on va l'appeler comme ça, est-ce qu'il a aujourd'hui toute la place qu'il mérite ? Je pense qu'il ne l'a pas tout à fait encore, même si la ville de Nyon s'est quand même distinguée, il faut le dire, disons, dans la perspective de son histoire plus ou moins contemporaine, ou disons son histoire vis-à-vis de son passé et de ses vestiges. Nyon, c'est quand même toujours, depuis qu'on le sait, qu'on le sent, montré et intéressé par ce passé, hein, à différentes phases. Au moment où, au 19e, on commence à s'intéresser vraiment à ces aspects-là. Pendant le 20e siècle, on a tout un processus qui montre que la ville de Nyon n'a jamais été insensible à tout cela. Mais qu'est-ce qui lui manque ? Alors maintenant, qu'est-ce qui lui manque ? Alors, je pense qu'il... Bon, alors, je ne vais pas emboucher toujours les mêmes trompettes. Il lui manque de l'argent. Non, il lui manque peut-être parfois un petit peu d'ambition. Et puis,
je ne sais pas s'il lui manque grand-chose, en fait. Je pense surtout... On a envie de dire que tout est là, hein. L'amphithéâtre est là, peut-être pas assez rendu à son public, pas assez exploité, mais on sait, il y a toute cette histoire aussi derrière. Il y a aussi l'attente quant à la future extension du musée romain. Ça, j'imagine que... Est-ce que c'est peut-être un regret pour vous de ne pas l'avoir vu, cette extension ? Oui, alors si on fait un tout petit sujet regret, effectivement, l'extension du musée romain, eh bien, ça a été un rêve, mais pas un rêve dénué de base. Hein. C'était un rêve, mais basé sur un véritable besoin, une nécessité qu'a ce musée, à terme, de s'étendre. Presque dès mon arrivée. Je me souviens d'avoir planché, mais assez provisoirement, mais un petit peu déjà dans des discussions, puis dans quelques papiers avec ma chef de service, et sur des premières idées d'extension, de besoins qu'on aurait au musée et qui n'était pas possible de satisfaire avec le musée tel qu'il est. C'était dès le début. Alors après, les années ont passé, on a fait avec cet outil, on l'a rénové quand même complètement, enfin pas complètement, mais presque, pour son 30e anniversaire, mais toujours sans agrandissement. Ouais, le 30e anniversaire, justement, j'en profite, puisque vous y êtes. En 2009, le musée a donc complètement été renouvelé, vous le dites. Et puis, les nouvelles technologies, les dispositifs sont venus s'installer pour compléter les nouvelles expositions. On a envie de dire que c'est une nouvelle ère qui a commencé pour le musée. Oui, on peut le dire, dans la mesure où je pense que le musée a vraiment accompagné ou a vécu en phase avec toute une évolution. Et il est certain que lors du 30e anniversaire, il était absolument nécessaire de faire cette rénovation. On avait une exposition, un contenu qui datait déjà d'une quinzaine d'années, donc on était gênés aux entournures sur tous les plans pour développer le musée, pour tenir compte de tout ce qui avait été découvert et aussi pour actualiser la scénographie et le langage muséographique de l'exposition permanente. L'enjeu a toujours été finalement votre slogan, hein, rendre visible ce qui est invisible, de mettre en avant tout ce patrimoine, toutes ces découvertes. En 30 ans de carrière, justement, j'imagine qu'il y a beaucoup de mémoire, de souvenirs. Mais est-ce qu'il y a un moment très fort, peut-être une fouille qui vous est restée en tête ou quelque chose de particulier ? Écoutez, un moment particulier, au niveau de la fouille, oui, alors il y a... J'ai pas envie de parler de l'amphithéâtre parce que, voilà, ça c'est peut-être un sujet, effectivement, pour lequel je suis enchantée de voir qu'aujourd'hui, les choses, enfin... Les planètes peut-être enfin commencent à s'aligner pour que cet amphithéâtre connaisse enfin le sort qu'il mérite, à savoir d'être mis en valeur, d'être, etc. Donc je ne parlerai pas de l'amphithéâtre, peut-être que les découvertes de la Duche, qui sont aussi un petit crève-cœur parce que là, il y aurait eu moyen de conserver et de mettre en valeur en tout cas une partie des découvertes de ce chantier qui est finalement la première vision qu'on a pu avoir sur les quartiers de la ville romaine au bord du lac, mais ça a été une fouille extrêmement importante qui nous a apporté des éléments vraiment nouveaux, des objets, mais surtout des connaissances nouvelles. Maintenant, ce que je voudrais peut-être dire, même si ça ne répond pas exactement à votre question, c'est que s'il n'y a pas une fouille particulière qui peut-être émerge, c'est aussi parce que, et c'est ce qui fait à la fois la difficulté mais aussi l'intérêt de ce site, les découvertes archéologiques de ce site se font progressivement. On a des petites interventions, des interventions plus importantes, qu'il est souvent difficile de mettre en relation pour véritablement
imprimer une avance dans les connaissances de ce site. Donc c'est difficile d'avoir des siècles d'histoire qui soient finalement résolus en très peu de temps. On a d'ailleurs du mal à croire que vous allez réussir à tourner la page, Véronique Revaudot. En tout cas, une chose est sûre, il y aura du travail à faire pour votre successeur, Jordan Anastassov, qui reprendra justement le flambeau. On vous tire en tout cas notre chapeau, Véronique Revaudot. Merci pour le travail accompli tout au long de ces années et pour la ville. On vous souhaite le meilleur. Et puis, je pense qu'on va vous retrouver. Je vous sens un petit peu émue. Je ne le cacherai pas, effectivement, mais je vous remercie. C'est vrai que je me suis beaucoup donnée, mais j'ai aussi beaucoup reçu à ce poste de tous les côtés. Et puis, je souhaite tout le meilleur à Jordan Anastassov et je suis certaine que le musée est entre de bonnes mains, le passé romain de la ville de Nyon également. Mon petit doigt me dit en tout cas que vous ne serez pas très loin. Non, je compte bien, on ne se refait pas, je compte bien suivre et ce qui se passe et je garde ma passion tout à fait intacte. Ouais, un très bel exemple en tout cas de transmission de passion, Véronique Revaudot. Merci beaucoup, très belle journée à vous. Merci beaucoup. C'est tout pour la quotidienne du 29 juin. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Ce soir, on se repose et retour demain en pleine forme.